Le deuxième point faible, ou la deuxième limite plutôt de ce film, c'est... L'intrigue est vraiment simpliste, quoi. C'est pas un triangle amoureux bouleversant. On voit les choses arriver, et, l'image est magnifique et maintient une tension, et c'est ça qui est très fort, c'est que malgré une intrigue très simpliste, on est maintenu en tension de ce qui va se passer. Il y a juste assez de suspense pour que on se dise, allez, il peut se passer quelque chose d'étonnant. Au final, il se passe pas grand-chose d'étonnant dans le film. Ça se passe, cette intrigue, entre guillemets, fonctionne parce qu'elle est parfaitement incorporée à ce côté documentaire, j'ai envie de dire. Après, l'une des vraies limites de ce film, je pense, c'est que quand il est sorti, en 77, Richard Gere n'était pas encore le Richard Gere qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'est un acteur un peu vieux maintenant, peut-être que certains d'entre vous qui écoutez ces vidéos ne le connaissent pas bien, mais c'est un mec qui a cartonné dans les années 90 notamment, fin des années 80, début des années 90, qui a eu énormément de succès, notamment avec Pretty Woman, mais pas seulement, il a fait vraiment plein d'autres films. C'est devenu un peu c'était au début des années 90, lui et sa compagne, je crois que c'était Cindy Crawford si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était le couple star, le couple sex symbole, voilà, c'était le mec beau, quoi. Mais au-delà de ça, c'est un acteur qui a eu de la hype autour de sa tronche, et qui est un acteur tout à fait correct. Mais maintenant qu'on est plusieurs années plus tard, et que moi à l'époque j'étais ado, et que j'ai pu voir ça, et que je peux maintenant prendre du recul par rapport à ça, c'est un acteur qui est quand même relativement limité, hein. Il a une grande carrière, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, et je trouve qu'il est très bien dans Les Moissons du Ciel. Mais avec le recul, avec les autres films que j'ai pu voir de ce gars-là, j'ai pas pu m'empêcher de voir dans Les Moissons du Ciel des gimmicks de jeu qui lui sont propres, c'est-à-dire toujours un peu la même expression. Ça a juste ça a tendance à un petit peu caricaturer l'intrigue de voir Richard Gere tenir ce rôle-là, qu'il aura dans d'autres films plus tard, sous d'autres formes, de manière nuancée, mais qui sera toujours un petit peu son personnage, quoi. Et malheureusement, je trouve que voir ce film de nos jours, c'est subir un petit peu la carrière de Richard Gere ensuite. Ça caricature un petit peu le film. C'est dommage, hein, c'est dommage, parce que je trouve que ça handicape maintenant la lecture du film qu'on peut avoir à cause de ça. Mais je suis dur, hein, j'insiste, c'est une sensation que Là, elle est épidermique, je connais bien l'acteur, et malheureusement, il m'évoque ça quand je vois le film. J'ai pas pu m'empêcher par moments de sourire par rapport à sa manière de faire les choses, de jouer le jeu de jouer certaines séquences, d'être son personnage dans le film, mais j'insiste, pas au point de me sortir de l'histoire, hein. Tout le casting est très très bon, hein. Mais je trouve que ça peut vraiment un petit peu, je sais pas, caricaturer, gratter, de retrouver... c'est un peu comme voir les vieux Tom Cruise, quoi. Maintenant, se mater Top Gun, c'est juste pas possible, quoi. Bref. Et notamment parce que, à cause de tout ce qu'il a fait après, je pense. J'ouvre une petite parenthèse sur la musique. Les thèmes originaux sont globalement assez simplistes, hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis loin d'être un spécialiste sur la musique, mais je trouve pas que ce soit transcendant de complexité. Ça fonctionne très bien sur le film. Non, je vous parle surtout de la musique à cause de l'incorporation d'un morceau à l'intérieur qui est extrêmement connu. C'est Aquarium, le 7e mouvement du Carnaval des animaux, de Camille de Saint-Saëns. Évidemment, merci Wikipédia. Qui fonctionne très très bien dans ce film, et qui est devenu ensuite un morceau extrêmement connu, utilisé dans plein de pubs sur la nature et ainsi de suite. Vous verrez, en voyant le film, vous reconnaîtrez tout de suite. Et du coup, c'est très très beau dans ce film. Je trouve que c'est avec ce film que cette musique aurait dû rester. Mais malheureusement, elle a été... Le filon de cette musique, plus des images de nature, a été usé jusqu'à la corde, et vous risquez aussi d'avoir une impression de caricature, alors qu'en fait, c'est ce film qui a amené cette musique à l'image. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour dire que malheureusement, la récupération de tout, notamment dans les publicités, et les codes d'images, de rapports d'images et de musique tirés du cinéma, quand ils sont mis dans le contexte commercial, avec le temps, ils font un travail de caricature, où ils font rejaillir cette caricature sur l'œuvre originale. Ouais, là vous allez devoir faire l'effort de passer un petit peu dessus, hein, le côté
images de nature avec cette musique-là. Il y aura un côté Royal Canin, Ron Poulain, qui est ce genre de truc. Mais c'est juste magnifique sur ce film et je pense que vous le verrez par vous-même, c'est autre chose. Mais je voulais quand même le souligner. Pour finir, je vais juste vous raconter des petites anecdotes, notamment parce que je vous avais parlé du montage. Alors, sur ce film, le montage a duré 3 ans. C'est long. C'est long parce que sur une production actuelle de blockbuster, un montage global, en comptant qu'il n'y ait pas trop d'effets spéciaux dedans, mais que tout soit fait dans les règles, ça dure grosso modo entre 4 et 6 mois. Je parle bien de blockbuster, hein, c'est-à-dire Batman vs Superman, c'est 6 mois de montage. Hein, voilà, je caricature, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Là, le montage global, il a duré 3 ans. Alors, autant vous dire qu'il y a eu de la tension entre Terrence Malick et son producteur. Pour vous donner une échelle d'idée, son producteur a dû hypothéquer sa maison hein, pour qu'ils arrivent à trouver de l'argent pour pouvoir finir le montage. Et le plus dingue, c'est, vous le verrez en voyant le film est scandé par la voix off du personnage de la petite sœur, qui est jouée par la jeune actrice Linda Mance, qui je crois ensuite n'a plus rien fait d'autre. Et en plus, c'est une voix off qui a été vraiment trouvée comme solution finale du tournage. Dans les derniers mois du tournage, ils ont fait venir l'actrice et ils lui ont dit de raconter l'histoire de son point de vue et un peu d'improviser, entre guillemets, une grosse partie des textes. Et c'est limite un coup de poker génial parce que c'est une voix off simple et belle qui justifie tout le point de vue du film. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où cette voix, cette jeune fille parle du film, le titre, déjà Les Moissons du Ciel, devient clairement l'évocation d'un souvenir. Et le souvenir d'une jeune fille. Ce qui fait que ça implique dans l'histoire, ça justifie de manière très naturelle, très organique. C'est pas du tout un argument intellectuel, ça se vit dans le film comme ça. Ça explique qu'on est autour de ce fameux triangle amoureux dont je parlais, en fait qu'on ait des trous dans cette histoire de triangle amoureux, des hiatus. Parce que cette histoire est vue par une petite fille, avec beaucoup de temps d'action, de travail, ainsi de suite, c'est-à-dire que ça faisait partie de son quotidien. Elle s'en souvient pas, comme d'un récit linéaire et on va dire théâtral. C'est le récit d'une vie avec des morceaux de cette histoire dedans. Ce côté sensoriel, ce côté baroque, ce côté image toujours du soir, très très belle avec des contrastes, renvoie vraiment au souvenir d'un enfant. Je sais pas si vous allez forcément être d'accord avec moi, mais c'est une hypothèse un petit peu de moi, maintenant vous commencez à me connaître, je délire toujours un petit peu, moi mes souvenirs d'enfance sont beaucoup plus sensoriels que narratifs directs, c'est plus des images, des couleurs, des sons, des musiques, des odeurs, des sensations. Les sensations sont beaucoup plus fortes. C'est beaucoup plus... Et le film renvoie vraiment dans sa forme à cette forme hyper sensorielle du souvenir d'enfant. Alors que le souvenir d'adulte a tendance à être beaucoup plus concentré sur les faits, en quelque sorte. Il est limite asséchant, le souvenir d'adulte, par rapport à ça. Et cette idée de voix off, qui est donc arrivée à la fin d'un montage de 3 ans, je répète, c'est quand même fou, hein, comme terme créatif, quand on pense qu'ils aient trouvé la solution pour que le film devienne... limite gagne encore une fois un degré de puissance, alors que déjà les images devaient être dingues. Mais le film gagne vraiment un fil narratif qui peut paraître simpliste au départ, dire le fameux coup de la voix off. Hein. J'ouvre une petite parenthèse, mais une voix off comme fil narratif, tout scénariste qui se respecte sait que c'est la tarte à la crème. Vous voulez éviter d'avoir des difficultés à raconter une histoire, vous mettez une voix off qui vous fait des liaisons et fin de l'histoire. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Après, évidemment, je caricature, puisque la voix off est simplement un outil narratif hyper intéressant quand on pousse dans ses limites, quand on essaie de l'étirer, de le distendre, de tenter des trucs avec. Mais là, en l'occurrence, on va dire par habitude, on a tendance à considérer la voix off comme un outil vraiment... une tarte à la crème scénaristique quand on n'a pas d'idée de comment raconter. Hein. Et il y a énormément de films qui utilisent la voix off
pour ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à créer du lien narratif naturel ou sensoriel dans l'histoire. Et on se dit, bon, bah, le personnage va raconter l'histoire et puis on va avancer comme ça, quoi. Ce sera plus simple et plus lisible pour le spectateur, encore une fois. Je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment cette idée de voix off qui donne au film tout son côté nostalgique, tout son côté baroque et justifié. Tous les hiatus dans l'histoire d'amour d'adultes sont d'un seul coup beaucoup plus évidents. On a vraiment l'impression dans le film par moments de rater des choses de leur histoire, mais rien d'essentiel. Ce qui est la sensation logique du regard de cette gamine sur eux. Elle se dit pas qu'elle rate des choses de son point de vue. C'est là aussi où la sensation du film et le personnage qui raconte la voix off sont parfaitement en union, en liaison comme ça. Enfin bref, le film gagne un fil narratif plus précis et devient plus accessible grâce à une idée de montage de dernière minute. Je trouve que c'est un bon exemple de à quel point l'objet créatif est vraiment quelque chose de fragile, de complexe, qui est sur la corde raide sans arrêt. Parfois, des idées de dernière minute peuvent être très mauvaises. Mais là, en l'occurrence, c'est un film qui finalement a eu la Palme d'Or, techniquement. Donc, voilà. Pour la petite anecdote encore de côté, Malik regagnera la Palme d'Or plusieurs années plus tard, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, en fait. Faudra que je vérifie. Je vous mettrai une information de texte si je me suis gouré ou pas. Je m'auto-corrigerai pour le coup. Il a eu un montage sur Tree of Life qui a duré 5 ans, je crois. Peut-être même plus. Et au final, il a obtenu la Palme d'Or avec, je crois. Mais et Tree of Life est un film assez dingue. Je ferai peut-être un petit à voir dessus si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et j'en ferai un aussi parce que je trouve que c'est un film qui a des moments incroyables et qui est, mais par contre, est beaucoup moins bien équilibré que Les Moissons du Ciel, je trouve. Bref. Voilà, j'ai fini ce petit tour autour de Days of Heaven. J'espère que je vous ai donné envie de le voir. C'est un film qu'il faut voir une fois, ça c'est sûr. Pour l'expérience sensorielle que c'est. Voilà, j'en rajoute pas, j'ai assez développé. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous mets les liens Facebook de la page Facebook où je vous mets des liens d'autres youtubeurs et de tas de gens qui font des critiques intéressantes, aussi bien écrites que audiovisuelles. Je vous mettrai des liens vers des critiques, je vais essayer d'en trouver sur ce film, aussi bien en vidéo, des travaux de Terrence Malick ou d'autres. Et puis, je vous dis à bientôt, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt les amis, ciao.